Belfast, l'horreur à l'état pur. 2 soldats britanniques lynchés par les participants aux obsèques d'une des victimes de la première tuerie de mercredi dernier. Campagne présidentielle, c'est la dernière ligne droite, ça s'accélère. Plus de repos pour les candidats avec principalement demain à Paris 2 grands-messes, l'une socialiste, l'autre RPR. Rugby, ric et rac, mais gagnés tout de même. Les Français ont battu les Gallois 10-9 et partagent avec eux la première place du tournoi des 5 Nations 1988. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. La violence à l'état pur s'est abattue cette semaine sur l'Irlande du Nord. En effet, aujourd'hui, 2 nouveaux morts dans des conditions effroyables se sont ajoutés aux 3 autres victimes tuées mercredi dernier lors des obsèques des commandos terroristes de l'IRA. L'événement a eu pour théâtre aujourd'hui un cimetière de Belfast où justement on enterrait une des victimes de mercredi dernier. Les images sont terribles. Alors pourquoi les diffuser? Peut-être pour exorciser cette violence et amener enfin les Irlandais de tous bords, si c'est encore possible, à réfléchir. Belfast, Philippe Arroy. C'était la fin de la messe de Requiem. Le cortège funéraire prenait le chemin du cimetière quand une voiture garée sur un trottoir avec 2 hommes à bord démarre très vite et roule comme si elle voulait foncer dans la foule. Elle rejoint la route, veut faire demi-tour, est bloquée par un taxi. La foule, qui croit à une nouvelle attaque d'extrémistes protestants, entoure le véhicule. Les 2 hommes sont armés, un coup de feu est entendu. Les 2 passagers seront extirpés du véhicule, battus et emmenés dans un taxi dans une rue adjacente. On retrouvera les corps criblés de balles. Ce n'est que plus tard que l'on apprend que les victimes sont 2 militaires en civil et en mission de surveillance. La police a arrêté cet après-midi 3 personnes en relation avec cette affaire qui reste encore très floue. Pourquoi les 2 militaires ont-ils voulu partir brusquement, laissant croire à une provocation? Ont-ils été démasqués par le service d'ordre du Sinn Féin, très tendu? Quelle était leur mission? Ceux qui les ont exécutés savaient-ils qu'ils appartenaient à l'armée? Des questions qui resteront peut-être sans réponse. En tout cas, le gouvernement britannique a ouvert une enquête d'urgence. Depuis lundi, rien qu'à Belfast, il y a eu 8 morts. Et la violence continue. À cheval sur la campagne présidentielle et la politique étrangère maintenant. La visite du président de la République, M. Mitterrand, en Espagne pour y rencontrer le Premier ministre espagnol, M. Felipe González. En effet, au cours de cette visite d'une journée, les 2 hommes ont parlé de l'Europe, mais le président a également confirmé que c'était là son dernier voyage à l'étranger de son septennat. Jean-Michel Mercurol. Dernier rendez-vous étranger de François Mitterrand, l'Andalousie, où Felipe González l'a reçu dans un parc naturel. François Mitterrand, Felipe González, des relations privilégiées pour cause de socialisme, mais aussi parce que la France a œuvré pour l'entrée de l'Espagne dans l'Europe et qu'une étroite collaboration s'est développée contre le terrorisme. François Mitterrand vient donc ici en Espagne comme l'ami européen. Il est salué comme l'artisan du rééquilibrage de l'Europe vers le sud. D'autres observateurs parlent d'un axe Madrid-Paris-Bonn et il est vrai qu'il y a 5 jours à peine, François Mitterrand s'entretenait encore avec l'Allemand Helmut Kohl. Ce périple européen de fin de septennat est pris ici avec le plus grand intérêt, d'autant qu'en 89, Espagne et France se partageront la présidence de la communauté. Mais la presse espagnole manifeste aussi une certaine ironie devant les allures de promenade tranquille que prennent les allées et venues du chef de l'État français, au moment où à Paris, les candidats déjà déclarés s'agitent en tous sens. Même si Felipe González avait eu aujourd'hui la primeur de la décision élyséenne, ici comme ailleurs, c'est le silence qui encore a prévalu. J'ai des attitudes, j'ai des pronostics et je me réserve toujours, jusqu'après les élections. Donc on est habitué à se parler et on est habitué à se taire. À bientôt, monsieur. La question posée n'étant plus vraiment de savoir aujourd'hui si M. Mitterrand sera candidat, mais quand il se déclarera officiellement, la grande réunion socialiste de demain au Bourget près de Paris pourrait être une de ces occasions. Ce que l'on sait ce soir, c'est que le président Mitterrand a enregistré un message qui sera diffusé aux militants socialistes venus de toute la France. Rachid Arabe.
François Mitterrand ne dira pas demain qu'il est candidat. Il devrait simplement évoquer plus précisément sa candidature dans un message de 5 minutes environ, adressé en images aux milliers d'élus qui seront réunis au Parc des Expositions du Bourget à l'invitation de Pierre Mauroy. L'ancien Premier ministre qui ne cesse de dire que le message du président sera très important. Tout ce que nous avons réussi à savoir ce soir, c'est que François Mitterrand demandera aux élus présents demain de se tenir prêts pour le jour J. En fait, quand demain François Mitterrand apparaîtra sur cet écran géant, aux alentours de 12h30, ce sera en quelque sorte la dernière répétition pour le président avant l'entrée en scène officielle du candidat, une entrée en scène prévue pour la semaine prochaine. Comme il est convenu de dire, grand-messe socialiste donc au Bourget, grand-messe RPR à l'hippodrome de Vincennes, demain également. À cette occasion, les militants, d'autres militants, ceux-là venus aussi de toute la France, découvriront la dernière affiche de leur candidat, Jacques Chirac, sous-titré « Nous irons plus loin ensemble ». Le Premier ministre qui, comme le Président de la République, appelle au rassemblement. Mais avant cette grande réunion de demain à Paris, Jacques Chirac a passé la première partie du week-end chez lui. Retour aux sources donc, en Corrèze, dans sa circonscription d'Ussel, où là, quels que soient, je dirais, les aléas de sa carrière, il reste avant tout l'enfant du pays. Jean-Louis Le Seine, Pierre Moscovici. Jacques Chirac, tel qu'en lui-même, chez lui, en Corrèze. Non, ce n'est pas du corrézien, c'est simplement qu'hier, le conseiller général de Meymac posait la première pierre d'une usine pharmaceutique américaine dans la commune de Meymac. Jacques Chirac en Corrèze, l'endroit où il aime retrouver ses racines familiales et politiques. Un moment de tranquillité toute relative entre deux autres premières pierres et 3 discours. Le soir, Jacques Chirac parmi les siens à Ussel, ses électeurs de la première heure, en 1967, pour lui l'occasion de se présenter comme le plus grand commun rassembleur. Celui qui, dans quelques semaines, aura l'honneur d'être porté à la charge suprême de l'État, devra bien, en effet, être le président de tous, sans aucune exception. Être le serviteur de la France, de toute la France, pas du peuple de gauche et des gens du château. Ici, on transposerait volontiers le slogan des Chiraciens de Paris. Ce qu'il a fait pour Paris, il le fera pour la France deviendrait ce qu'il a fait pour la Corrèze, il le fera tout aussi bien après le 8 mai et pour tout le monde. Dans un tout autre style maintenant, monsieur Raymond Barre. Raymond Barre qui a le rythme dans la peau, il l'a prouvé à son arrivée en Guadeloupe, tout sourire. L'ancien Premier ministre danse ici sur ces images. Il a retrouvé ensuite tout son sérieux et même une certaine forme de colère à l'égard de ceux qui conservent l'esprit de clan à la tête de l'État. Et l'ancien Premier ministre d'annoncer qu'en cas d'élection, une administration serait mise en place, administration impartiale. Mais si l'État est fort, il doit aussi et d'autant plus être impartial. L'administration doit être neutre, car elle est au service de tous et non d'un clan ou d'un parti. L'information doit être libre, car la liberté de l'information est la condition de la vie démocratique. Les politiques ministérielles doivent être équitables, car l'État n'est pas un instrument de guerre civile. Il ne faut pas confondre la détermination et le sectarisme. Si l'État est l'instrument d'un clan, alors il n'est plus l'État. En marge de la campagne présidentielle, enfin une interview de Jean-Marie Le Pen à un hebdomadaire autrichien. Le président du Front National vient en quelque sorte au secours, en aide au président Waldheim. Je doute, dit-il, que le lieutenant Waldheim ait eu la possibilité de faire ce qu'on lui reproche pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, ajoute-t-il, j'ai eu moi-même ce grade de lieutenant dans l'armée française, et un lieutenant, c'est la 5e roue du carrosse, dixit Jean-Marie Le Pen. À Calais et à Douvres, les poids lourds qui assurent le trafic entre la France et la Grande-Bretagne sont de plus en plus nombreux à être bloqués à cause de la grève des marins français de la compagnie franco-britannique Sealink. Ces derniers ont cessé le travail pour protester contre une réorganisation de leur entreprise qui voudrait rester concurrentielle après l'ouverture du tunnel sous la Manche. Claire Chazal. À ces touristes bloqués à Calais, il faudra beaucoup de patience. 72 heures.
Ils devront attendre 72 heures avant d'embarquer pour Douvres. Il faut dire qu'un seul ferry assure actuellement la traversée, effectuant seulement 4 rotations par jour contre 24 quand tous les bateaux sont en service. Car les 700 marins français des 7 ferries de la Sea Link sont en grève depuis 2 jours et ont déserté leurs bateaux. Ils bloquent des centaines de camions. Les marins français qui se joignent ainsi à leurs collègues anglais en grève depuis 1 mois et demi veulent protester contre les projets de la direction visant à remplacer peu à peu sur un bateau des marins permanents par des employés saisonniers à des salaires inférieurs et pour des durées du travail allant jusqu'à 50 heures par semaine. C'est une question de survie économique, répond-on au service de l'armement naval de la SNCF. Il faut à tout prix améliorer la productivité sur la ligne Dieppe-New Haven, sinon nous ne ferons jamais face à la concurrence du tunnel sous la Manche. De fait, le transport maritime a perdu plus de 40 millions l'an dernier. Mais les marins, eux, redoutent avant tout une précarisation de leur emploi. Ce soir, la situation est toujours bloquée, aucune rencontre n'ayant pour le moment été prévue entre la direction et les syndicats. À l'étranger, le blocus économique infligé au Panama par les États-Unis est en passe de réussir puisque l'homme fort du pays, le général Noriega, dont les Américains veulent à tout prix se débarrasser, serait en train de négocier son départ en exil, peut-être vers l'Espagne, dit-on. Bernard Béniel. Après 3 semaines de troubles, tout est en place au Panama pour trouver une solution à la crise. Les plus optimistes parlent de quelques heures, les autres au maximum de quelques jours. Et la solution, elle passe forcément par le départ d'un homme, Manuel Noriega, le chef de la garde. Il a décrété hier l'état d'urgence, mais en fait, on a l'impression que le général a voulu garder toutes les cartes en main pour se maintenir au pouvoir ou, plus vraisemblablement, pour le quitter dans les meilleures conditions. Car ce n'est pas un hasard si au même moment, on apprenait que William Walker, le sous-secrétaire d'État adjoint américain, avait rencontré secrètement le général Noriega. Les États-Unis renonceraient à poursuivre le général pour trafic de drogue s'il acceptait de quitter le pays. En attendant, l'opposition ne désarme pas. Elle appelle à une grève générale pour lundi, avec l'espoir secret que d'ici là, le général sera déjà parti. En Amérique centrale, toujours, une deuxième vague de parachutistes américains est arrivée au Honduras, officiellement pour soutenir ce pays contre un début d'invasion venu du Nicaragua. Le Nicaragua qui dément formellement avoir entrepris une telle action. Eh bien, pour en avoir le cœur net, les Nations Unies, l'ONU, a décidé d'envoyer sur place une commission d'enquête. Dans la guerre Iran-Irak, les Iraniens prennent pied sur le territoire irakien, dans la région du Kurdistan. Les Irakiens, de leur côté, continuent leur bombardement de Téhéran avec des missiles, au point que le président du Parlement iranien demande aux habitants de la capitale d'utiliser les abris afin de ralentir un exode qui a commencé depuis plusieurs jours maintenant. Arrêtons-nous un instant sur une information qui, elle aussi, fait partie de l'actualité du monde aujourd'hui. Au Brésil, les pouvoirs publics ont décidé d'ouvrir des commissariats spéciaux pour les femmes battues par leur mari. Un phénomène qui augmente dans des proportions inquiétantes dans ce pays. Jacques Merlino. Qu'elle soit belle, ce n'est pas vraiment une information. Qu'elle soit provocante, affranchie de tous les tabous, on le sait également, même si la surprise est chaque fois renouvelée et qu'à tout âge, on en prenne plein les mirettes. Voilà, cela c'est l'image traditionnelle. Mais si l'on s'attarde un peu, on ne tarde pas à découvrir une réalité bien différente. Les Brésiliens, si fanats de leur corps et machos comme pas deux, leur en font voir, paraît-il, de toutes les couleurs. À tel point, et c'est là que l'histoire devient intéressante, à tel point donc que le Brésil a été l'un des premiers pays au monde à créer des commissariats spécialement réservés aux femmes. Ouverts 24 heures sur 24, ils reçoivent chaque jour une centaine de plaignantes qui, timidement, après de longues hésitations, viennent dire ce qu'elles ne pourraient dire si elles avaient en face d'elles des policiers hommes et leur sourire goguenard. Car bien souvent, ce n'est pas simple et les mots pour le dire ne viennent pas facilement. Elle ne veut pas parler, elle est très nerveuse. Si elle commence à parler, elle va pleurer. Mon mari m'a mise à la porte et moi j'ai dû partir. Maintenant il me poursuit et en plus m'accuse d'avoir volé ses affaires. Ce n'est pas vrai, je n'ai presque rien emporté. Mais j'ai peur car elle veut aussi me voler mon fils. Difficile de chiffrer avec précision le nombre de femmes dans ces situations.
Mais les statistiques officielles indiquent pour le dernier relevé 2420 condamnations pour viol et près de 3000 condamnations pour coups et blessures. S'il vous plaît, pourquoi êtes-vous ici? Menaces de mort, répond-elle simplement. Des menaces qui bien souvent sont très réelles. Les hommes brésiliens, pas contents de tuer leurs bonnes, les femmes, les indiennes, de violer les indiens, les femmes noires dans les senzalas, dans les chambres de bonne aujourd'hui, dans les bidonvilles, ils ont commencé tout simplement, les maris de la haute bourgeoisie, notamment dans l'état de Minas Gerais, à tuer leurs femmes. La grande presse appelait ça la saison de chasse aux épouses. Des femmes policiers pour recevoir des femmes meurtries. Au bout du compte, c'est peut-être une idée que les Brésiliens ont eu le talent d'inventer et que bien d'autres pays pourraient adopter. Économie, le bon point de cette semaine, nous le décernons en même temps au skieur français Franck Piccard et à la société de ski Rossignol. Pourquoi? Parce qu'en remportant une médaille aux Jeux Olympiques de Calgary, Piccard arrange les affaires de Rossignol. Claude Régent. On avait trop dit que les Français perdaient à cause d'un matériel défaillant. Aujourd'hui, la firme Rossignol engrange les retombées de la médaille d'or de Franck Piccard, français skiant français. Il était temps pour un PDG qui vit les compétitions de très près, les succès comme les échecs. À Crans-Montana, je suis allé voir sur le terrain l'endroit où nous avons perdu la médaille d'or parce que l'Italien avait chuté à la réception d'une cassure. Et c'est vivant, c'est passionnant. En France, l'effet d'image est capital, mais à Voiron, le centre du groupe, on sait aussi s'appuyer sur les succès des skieurs étrangers. Exemple le plus net, l'exploitation publicitaire de l'image d'Alberto Tomba. Déjà une plaquette et en parallèle, de belles perspectives sur le marché transalpin. L'effet Tomba qui a fait 7 victoires consécutives pratiquement en slalom avec nos skis. Tous les médias, tous les journaux parlent de Tomba, 2 médailles d'or. Il n'a fait que 2 courses à Calgary, il a gagné les 2 médailles d'or. On m'a amené des photos de Tomba qui était avec nos skis à l'âge de 9 ans, de 11 ans, parce que nous avons une formation de junior en Italie comme nous ne l'avons dans aucun pays du monde. C'est un effet extraordinaire. En Italie, nous sommes sûrs de vendre beaucoup plus de skis l'année prochaine que nous n'avons peut-être jamais vendu depuis que nous vendons en Italie. Pourtant, les médailles d'or ne font pas à elles seules le printemps d'un fabricant. Car chez Rossignol, comme chez ses concurrents, on a souffert de l'enneigement très tardif, fin janvier seulement, de presque toute l'Europe. Il reste que la bourse a salué d'un plus 5% les médailles d'or de Rossignol et que le service course, celui où sont analysées les semelles du grand monde de la glisse, est tendu vers le grand objectif d'Albertville 92. Fait divers, arrestation du directeur de la Caisse de la Sécurité sociale des Français résidant à l'étranger. Monsieur Serge Billon est inculpé de trafic d'influence et de faux en écriture. On lui reproche, ainsi qu'à d'autres responsables de l'organisme, d'avoir surévalué la facture d'un matériel informatique livré à son administration il y a de cela 2 ans. 4 autres personnes ont également été inculpées. L'affaire des fausses factures de Rouen, le directeur d'une société d'aménagement de la région rouennaise, M. Jean-Claude Petit, soutient que les dessous de table versés pour l'implantation d'un supermarché étaient destinés en fait aux caisses électorales des candidats locaux de l'UDF. Le maire UDF de Mont-Saint-Aignan, la commune concernée par cette affaire, dément et affirme qu'il s'agit là d'un habillage pour tenter de couvrir des escroqueries commises par le directeur de cette société à son propre compte. 19 mars 1962, c'est la date officielle de la fin de la guerre d'Algérie, date du cessez-le-feu commémorée par la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie. Cérémonie à l'Arc de Triomphe ce soir à Paris. La FNACA demande que ce jour du 19 mars soit officiellement consacré Journée nationale du souvenir et du recueillement. 30 000 soldats français sont morts pendant les événements d'Algérie. L'affaire n'est pas nouvelle puisque cela fait 8 ans que ça dure, mais ce qui n'est plus une expérience donc était resté jusqu'à présent, je dirais, plutôt confidentiel. Sachez qu'à Lyon, au collège Jean Moulin, dès la classe de 6e, des enfants peuvent apprendre le chinois. Claude Régent. Difficile le chinois ? Bien sûr, mais pour ces enfants de 10-11 ans, c'est une langue presque comme les autres. Une langue qui se décline sur 4 tons,
et qui nécessite des acrobaties graphiques. Au départ, la volonté de plusieurs professeurs et d'un chef d'établissement qui voit plus loin que les grilles du collège. Il est indispensable pour nous, Français, d'apprendre des langues et le plus possible de langues, de telle sorte que l'on puisse aussi, en allant à l'étranger, défendre notre économie, notre culture et essayer de faire apprendre aussi le français à l'étranger. Le chinois première langue progresse. Il y a aujourd'hui 17 petits sinisants lyonnais. Ce n'est pas une langue spécialement difficile et le fait de l'apprendre de bonne heure présente plusieurs avantages. D'abord un avantage pédagogique puisque c'est une langue donc, qui est très différente de la nôtre et cette différence même fait qu'elle est plus accessible à des enfants jeunes qui n'ont pas encore trop de références par rapport à d'autres langues étrangères. Côté potache, le plaisir de la découverte fait oublier la difficulté de l'apprentissage. Il faut apprendre ses caractères, autrement on s'y retrouve plus. Au début, on croit que c'est difficile parce qu'on voit tous ces traits, on se dit qu'on va pas y arriver. Mais comme il y a un ordre des traits, on apprend, c'est comme un dessin en fait. Moi, ça impressionne mon père. Parce qu'il regrette de ne pas avoir appris le chinois quand il était petit. Il faut en apprendre au moins 3000 pour parler couramment, alors... Et vous en êtes à combien là, en ce moment? Je sais pas, on doit être 140 à peu près. 140 caractères. Le chinois première langue à Lyon est enseigné depuis 8 ans. Le lycée Jean Moulin a déjà sorti une promotion de bacheliers parlant et écrivant chinois. Dans le domaine des arts, savez-vous ce qu'est une commande dite commande publique? C'est une commande de l'État à un artiste pour exécuter un monument ou une sculpture. À cet effet, 30 millions de francs ont été dégagés cette année par le ministère de la Culture. Exemple de ces commandes publiques, les colonnes de Buren à Paris, les colonnes si controversées. Plus classique, le nouveau rideau rouge de la Comédie Française. Et pour l'année prochaine, 89, à Clermont-Ferrand, une sculpture monumentale commandée à Étienne Martin. Sylvie Marion, Jean-François Hoffmann. Étienne Martin, 75 ans, classique, qui d'autre parmi les grands tape encore sur un maillet, et très contemporain, heureux surtout. Une des grandes raisons de travailler, n'est-ce pas, c'est qu'on éprouve un bonheur. De temps en temps, il y a des moments de liberté que l'on ne connaît pas autrement. Il faut que ça reste un jeu, parce que si ce n'est plus un jeu, ça deviendrait tout à fait ennuyeux. Après le bois, le plâtre, la cire, la fonte en bronze. Tout à fait extraordinaire. C'est beaucoup plus beau que ma sculpture. Non, c'est étonnant, cette espèce de magie de la transformation. Du bronze blanc, une première en France. Je suis ravi de ça. C'est-à-dire qu'on est proche de la couleur que vous souhaitez. Oui, c'est parfait ça. On dirait un bijou. C'est un énorme bijou, un énorme bijou. Une commande comme celle de Clermont-Ferrand, pour moi, je considère ça comme une sorte de miracle. Un vrai cadeau, cette première commande à 75 ans pour Étienne Martin. Moi, je n'ai pas du tout une nostalgie du temps passé. Pas du tout, j'aurais plutôt une nostalgie du demain. C'est l'année prochaine, sur la place du 1er mai à Clermont-Ferrand, que se dresseront les demeures d'Étienne Martin. À mon avis, il y a là également des risques de controverse. Le sport maintenant, ric et rac, mais gagné tout de même. Le dernier match de rugby de l'équipe de France dans le tournoi des 5 Nations. Les Français terminent premiers, à égalité avec les Gallois qu'ils ont battus 10-9 sur leur terrain de l'Arms Park à Cardiff. Francis Maroto nous raconte cet après-midi, de légende bien entendu, et comme il convient.
Galles-France à l'Arms Park de Cardiff, finale du tournoi des 5 nations et 2 nations pour un seul trophée. La France qui n'a pas perdu à Cardiff depuis 1982 et Galles, 3 fois vainqueur déjà cette saison, qui joue le Grand Chelem. 10 ans qu'ils attendent cela les Gallois. Mais l'attente s'avère plutôt pénible. 3-3 à la mi-temps, Jean-Baptiste Lafont et Paul Sonburn passent une pénalité chacun, puis 6-3 pour la France, encore Lafont. Et enfin l'essai français de Jean-Patrick Lescarboura, à l'image de l'équipe, volontaire, rageur, puissant. Je crois que le match a été gagné en première mi-temps où nous avons subi la pression du pack gallois sur la ligne de but. On a eu une dizaine de mêlées qui ont été pour nous le déclic, où on n'a jamais cédé, bien au contraire. Et je crois qu'à partir de ce moment-là, on a été conquérant. Conquérant jusqu'à 3 minutes de la fin, parce que le final gallois, c'est toujours impressionnant. Conquérant jusqu'à ce débordement de l'ailier Yayan Evans, qui profite d'un bafouillage français pour inscrire l'essai gallois. Transformé par Sonburn, Galles revient à 1 point de la France. 1 point, une misère, un trésor, oui, pour les Français qui l'emportent 19 et remportent le tournoi des 5 nations 88 à égalité avec le Pays de Galles. Ah, c'est à moi. Dans l'autre match, l'Angleterre a battu l'Irlande 35-3, une véritable piquette pour les Irlandais. Le coq français sur ses ergots cet après-midi en rugby, mais aussi en cyclisme, avec la victoire du Français Laurent Fignon dans la très belle classique Milan-San Remo. Jean-Paul Olivier. Nous sommes dans la dernière difficulté, la montée du Poggio. Il faut faire vite, Fignon a compris. Franchir le sommet seul pour basculer et ne plus être rejoint jusqu'à l'arrivée à San Remo. Il n'est qu'à quelques hectomètres du sommet. Fignon tente sa chance, il possède encore des ressources, il est physiquement intact. Après le Poggio, il lui reste 3 km 300 de descente avant l'arrivée. Derrière lui, un homme fait preuve d'une rare audace, le jeune Italien Mauricio Fondriest, révélation du début de saison. Fignon n'est pas un super descendeur, il ne prend pas de risque, il a raison, regardez. Les deux hommes ne seront plus rejoints. Fignon sait se surpasser au sprint, Fondriest est un peu plus limité dans ce domaine précis. Et dès que le rush final s'engage, Fignon est au pédalier son adversaire, mais il en a encore sous la pédale, comme l'on dit dans le jargon. Et c'est sans problème qu'il devient le 6e vainqueur français d'après-guerre de Milan-San Remo. Voilà, fin de notre série, on a gagné. Miracle pour un pilote qui participait à un meeting aérien en Suisse. Miracle, le mot n'est pas trop fort, vous allez en convenir tout de suite. Jacques Violet. Aux commandes de son petit avion, Charlie Berger, moniteur de voltige pour une démonstration lors d'un meeting de ski acrobatique en Suisse. Tout se passe bien, les figures s'enchaînent les unes après les autres, looping, vrille, chandelle, jusqu'au moment où... Manque de puissance, mauvaise appréciation des distances sur la neige, le pilote ne redresse pas assez tôt, l'avion touche le sol, se disloque. La neige très profonde amortit le choc, l'avion ne prend pas feu, n'explose pas, la chance était au rendez-vous. Les secours arrivent très vite, on retourne l'appareil, Charlie Berger, en anorak gris, sort des tôles froissées, il est indemne, il marche, soutenu simplement par 2 sauveteurs. Le moral, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Les résultats du tiercé et du quarté qui se couraient aujourd'hui, vous allez voir les résultats et les rapports s'inscrire sur votre écran. Pour gagner le tiercé, il fallait jouer l'As, le 9 et le 5. Et il fallait ajouter le 13 pour le quarté, un quarté que Pierrette Bresse avait donné aujourd'hui en 5 chevaux. Et les mêmes pronostics aussi bons pour demain, Pierrette. Espérons-le, avec un meilleur rapport en tous les cas. À cause des pluies qui se sont abattues dernièrement, eh bien, les courses risquent d'être terriblement en difficulté demain après-midi à Auteuil, où le terrain sera très lourd. Et c'est peut-être l'une des causes qui fait qu'il y a peu de partants engagés dans les courses en ce moment, notamment dans la course du tiercé, le prix Le Bouif, qui n'a réuni que 14 chevaux âgés de 5 ans et plus. Cette épreuve de steeplechase qui se déroule sur 3700 mètres ne présente qu'un lot de chevaux assez modeste, mais enfin, cela risque de nous donner une arrivée surprise avec un rapport très intéressant. Alors pour vous y aider, voici le pronostic que je vous propose maintenant, avec en tête Gros Murger, le numéro 6, suivi de Jim Tonic, le numéro 3, Casijo, le 7, Boule d'Herbeuf, le 1, Sorito, le numéro 5, Lord Fontenaille, le 14, 15 août, le 4, et pour terminer, La Besonde, le numéro 8. 6, 3, 7, 1, 5, 14, 4 et 8.
Merci Pierrette. Le dernier journal tout à l'heure en fin de programme, c'est Philippe Gassot qui vous le présentera, mais avant cela il y aura eu Champs-Élysées. Et parmi les invités de Michel Drucker, Jean-Marie Cavada qui présentera demain soir, je vous le dis dès ce soir sur Antenne 2, une émission spéciale intitulée Les enfants mal aimés, la loi du silence. Sachez qu'en France, en 1988, 2 enfants meurent chaque jour parce qu'ils ont été battus à mort. 50 000 petites filles ou garçons martyrisés. Demain soir, à 20h30, Antenne 2 lance un cri d'alarme. Moins grave, parmi les autres invités de ce Champs-Élysées, la reine du Danemark, l'ex-Beatle George Harrison et en avant-première, Les Chouans, un film coproduit par Antenne 2 avec l'élégant Philippe Noiret. Bonne soirée sur notre chaîne, le temps d'un générique et ce sera le moment des prévisions météo avec José Blanc-Lapierre. Bonsoir, à demain 13h.